Bonjour à toutes et à tous. On a tous à un moment une idée, un projet qui nous tient à cœur et qui pourrait vraiment changer les choses. Mais voilà, passer de l'idée à l'action concrète, c'est souvent une autre histoire. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment transformer cette vision en une action durable en créant une association à but non lucratif en Israël, ce qu'on appelle une AMOKA. Allez, c'est parti, on décortique les étapes clés de cette aventure. C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment faire pour que cette envie de contribuer, de bâtir quelque chose qui a du sens, ne reste pas juste une bonne intention? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une structure juridique qui est pensée exactement pour ça. Et la voici, cette fameuse structure, l'AMUTA. C'est le cadre légal qui permet à un projet de prendre vie. Le point le plus important à retenir, c'est vraiment le but non lucratif. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Que tous les fonds, absolument toutes les ressources, doivent être réinvestis pour servir la mission de l'association. Le but n'est jamais d'enrichir ses fondateurs. Alors, une AMUTA, comment ça se finance? Comme on le voit ici, les sources sont assez variées. Il y a les dons privés, les subventions de l'État, les cotisations. Mais attention, qui dit financement dit forcément responsabilité. La gestion de cet argent est soumise à un contrôle hyper strict. Pourquoi? Parce que la transparence, c'est vraiment la clé pour construire la confiance et assurer la pérennité du projet. Ok, maintenant que les bases sont posées, passons à la pratique. Concrètement, comment on construit cette structure? C'est un peu comme dessiner les plans d'une maison avant même de poser la première brique. Faut que ce soit solide. En fait, tout le processus peut se résumer à deux très grandes étapes. D'abord, on prépare tous les documents qui vont définir l'identité et les règles du jeu de l'association. Ensuite, on soumet tout ça pour obtenir la reconnaissance officielle. Ça a l'air simple dit comme ça, mais vous allez voir, chaque détail a son importance. Au cœur de cette première phase, il y a un document qui est absolument fondamental, le takanon. Ce sont les statuts, en quelque sorte l'ADN légal de la Mouta. Chaque point listé ici est crucial. Le nom, les objectifs, qui a le droit d'en faire partie et surtout qui prend les décisions. C'est ce document qui va garantir un fonctionnement clair et bien organisé pour la suite. Et là, c'est le moment magique. Quand le Rachom à Amoutot, le registraire des associations, donne son feu vert, l'association naît officiellement. D'un coup, elle devient une personne morale. Ça veut dire qu'elle peut ouvrir un compte en banque, signer des contrats et surtout commencer sa mission. C'est le vrai point de départ. Bon, créer l'association, c'est une chose, mais la faire vivre et grandir, c'en est une autre. On passe maintenant à la mécanique interne, à ce qui fait tourner le moteur au quotidien et qui va assurer le succès sur le long terme. Cette phrase résume parfaitement un point fondamental. L'expert comptable, qu'on appelle Roé Heshbon en hébreu, il n'est pas juste là pour vérifier des chiffres à la fin de l'année. Non, c'est un véritable copilote, un partenaire qui aide à naviguer dans toutes les complexités financières et réglementaires. Ces missions sont vraiment multiples et critiques. Ça va de l'audit des comptes à la certification des rapports officiels, en passant par le conseil stratégique. Bref, c'est le garant de la bonne santé financière et de la crédibilité de l'association. On comprend donc que bien choisir son expert, c'est une décision absolument capitale. Au-delà de la gestion de base, il existe deux agréments qui peuvent vraiment donner un coup de boost à une AMUTA. Il ne faut pas les voir comme de simples obligations, ce sont de vrais outils de croissance. Alors là, attention, il faut bien faire la différence entre les deux. Ils n'ont pas du tout le même objectif. D'un côté, on a l'article 46. Voyez-le comme un aimant à donateurs. Pourquoi? Parce qu'il leur offre un avantage fiscal. C'est un argument de poids. De l'autre côté, l'Ishur Niul Takin. Ça, c'est le certificat de bonne conduite. Il prouve que l'association est gérée de façon saine, transparente, et c'est indispensable pour obtenir des subventions publiques. Et pour obtenir ce fameux certificat, le mot d'ordre, c'est la régularité. Chaque année, sans faute, il faut fournir un dossier complet qui prouve non seulement la bonne santé financière, mais aussi que l'association est active et qu'elle respecte ses propres règles de gouvernance. C'est un effort constant, mais c'est ça qui bâtit une réputation solide. On le voit bien, le parcours est clair, mais il est aussi plein de détails techniques. Ça nous amène à une question assez importante. Est-ce qu'on peut vraiment se lancer seul dans cette aventure administrative et fiscale? C'est une vraie question. Essayer de se débrouiller seul dans ce labyrinthe, ça peut être tentant. On se dit qu'on va économiser. Mais les pièges sont nombreux et les enjeux, eux, sont très élevés. Une simple erreur, même faite de bonne foi, peut avoir des conséquences vraiment désastreuses. On parle d'amende, de la perte de ce fameux article 46 qui est si précieux, d'une réputation qui peut être ternie, et dans le pire des scénarios, ça peut même aller jusqu'à la dissolution de l'association. Le risque n'en vaut tout simplement pas la peine. La solution, c'est de bien s'entourer. Un cabinet spécialisé ne fait pas que gérer la paperasse, il sécurise le projet, il optimise la gestion, il apporte un conseil stratégique.
Et ça permet aux porteurs de projets de se libérer de toutes ces contraintes administratives pour pouvoir enfin se concentrer sur ce qui compte vraiment, leur impact sur le terrain. Bon, on a vu le commun. La vraie question maintenant, c'est plutôt quand. Chaque grand projet commence par un premier pas, un premier geste décisif. Alors quelle sera la toute première action concrète pour qu'une vision inspirante devienne enfin une réalité qui a de l'impact ?